Ok, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à ces nouveaux numéros des 60 minutes. Et pour cette soirée, votre magazine reçoit pour vous Monsieur Chris Mukendi. Il est acteur politique de la jeune génération, il faut le dire, quoi qu'il a déjà fait plus de 20 ans là-dessus, mais il est jeune parce que c'est de la nouvelle génération qui est en train de s'effrayer un chemin. Il est du parti du président actuel du Sénat, Modeste Bahati Lukobo, entendez par là l'AFDCA. Avec Chris Mukendi, nous parlerons de beaucoup de sujets d'actualité, notamment celui relatif au retard énorme qu'accuse le gouvernement Sama Lukonde, qui ne sort toujours pas, nommé depuis le 15 février, nous sommes le 26 mars, Sama Lukonde broie du noir, beaucoup d'ambition qu'on ne sait pas gérer, avec Chris Mukendi qui fait partie d'un des partis phares de la nouvelle majorité. Nous parlerons pourquoi de ce retard-là, le pays est suspendu à ces ambitions-là. Bonsoir Chris Mukendi. Bonsoir Jean-Pierre. Merci de répondre à notre invitation pour ce numéro de 60 minutes. Vous avez été ici il y a pratiquement 1 mois ou 2 mois, mais l'actualité nous oblige de vous faire appel encore. Merci d'avoir répondu et l'honneur est pour nous. D'entrée de jeu, M. Chris Mukendi, le pays est suspendu à vos ambitions politiques, vous politiques, notamment votre parti, l'AFDC. Tous les partis de la majorité bloquent Sama Lukonde, le gouvernement ne sort pas, le pays est presque à l'arrêt. Pensez-vous qu'il était important de changer les choses? Merci beaucoup pour cette pertinente question. Vous savez que la majorité passée, pour ne pas dire les FCC Cash, avait brillé par une incohérence dans la vision que prenaient les chefs de l'État. Cette majorité ne regardait pas dans la même direction. Ce qui a fait que le président de la République a initié des consultations qui a abouti à la création ou à la mise en place de l'Union sacrée aujourd'hui. Et aujourd'hui que cette plateforme politique qui est l'Union sacrée, qui regorge en son sein les anciens du FCC, du CACH, mais aussi ceux qui sont venus de la MOUCA, doit faire naître à la République ce qu'on appelle un gouvernement qui devra, en principe, chercher à rencontrer les défis de la population. Vous savez, ce n'est pas chose facile de pouvoir converger des vues, de pouvoir gérer les ambitions des uns et des autres pour sortir un gouvernement qui devra en principe être un gouvernement homogène. Donc, j'ai suivi avec attention la communication du Premier ministre qui avait dit qu'il ne fallait pas confondre précipitation et urgence. Et aujourd'hui, il est clair que même si le gouvernement Sama n'est pas encore connu, il y a un gouvernement démissionnaire qui continue à expédier les affaires courantes. Donc, il ne faudrait pas, dans la précipitation, donner à la République un gouvernement qui ne rencontre pas les aspirations profondes de la population. Mais quand vous dites qu'il ne faut pas confondre urgence et précipitation, mais le Congo est dans l'urgence permanente, mais c'est Mukendi. On sait l'histoire de l'enseignement bas de l'aile, on sait la CENI. Le Parlement a dit que même si on amorce la réforme, il faudra des moyens pour désigner une équipe en bonne et due forme. Ça, il faudra vraiment qui avoir les coups franches passés. Le gouvernement Ilunkamba est démissionnaire, ne sait pas prendre beaucoup de décisions régalienne, mais justement, l'opinion est exacerbée. L'urgence est là, mais vous, AFDC, vous ensemble, vous UDPS, vous traînez les pas. Et on doit attendre, il a été nommé le 15 février, nous sommes le 26 mars. L'urgence, quand même, on doit le dire, le Congo est dans une urgence permanente et vous pensez que le temps joue pour vous. D'autant plus qu'il ne vous restera que 2 ans et demi pour organiser les élections en 2023. Je ne voudrais pas prendre les temps que le gouvernement Ilunkamba a pris pour être mis en place, pour m'en servir comme un cas de jurisprudence. Vous savez que ce gouvernement-là avait pris 8 mois pour être mis en place. Mais c'est un bon exemple. Justement, j'ai dit que je ne voudrais pas prendre cet exemple-là. Donc aujourd'hui, depuis la nomination du Premier ministre, ça fait pratiquement 1 mois, mais le 1 mois ont été mis à profit pour
pouvoir faire des tractations politiques qui permettent à ce que le gouvernement qui sera mis en place soit un gouvernement de cohésion nationale, un gouvernement qui rencontre effectivement les besoins de la population. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'urgence, on peut comprendre qu'il y a urgence, mais aussi j'ai dit que le gouvernement ou le pays n'est pas orphelin du gouvernement. Il y a un gouvernement qui est en place, qui est en train d'expédier les affaires courantes en attendant que le gouvernement issu de l'Union sacrée puisse être mis en place. En ce qui concerne des réformes qui devront en principe être initiées au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, je crois que le gouvernement n'hésitera pas pour mettre, même le gouvernement démissionnaire n'hésitera pas pour mettre le moyen au nom de la continuité de l'État. Je ne crois pas que la question se pose à ce niveau-là. Il faut donner au peuple congolais les gouvernements qu'il mérite. Et le Premier ministre a dit qu'il fallait un gouvernement qui intègre toutes les couches de la population. Il a parlé de personnes vivant avec handicap. Il a parlé que la femme devra être représentée au sein de ce gouvernement. Il a dit que la jeunesse devra être représentée. Dans la mesure où les listes qui lui sont envoyées, certaines listes qui lui sont envoyées, ne rencontrent pas le profil qu'attend le Premier ministre, il est tout à fait normal, dans le cadre d'une interaction entre le Premier ministre et les partenaires de l'Union sacrée, que les échanges continuent jusqu'à ce qu'on va dégager un consensus qui permette à ce que nous puissions avoir un gouvernement que le peuple congolais attend. Et il y a même une opinion qui va très loin dans ces analyses pour estimer que l'actuelle majorité qui est constituée des FDCA, de l'UDPS, de l'ensemble des Moïse Katumbi, cette majorité-là serait moins performante que la majorité passée du FCC. On vous trouve très emprunté dans vos actions et réactions. On vous trouve très moins éclectique, et on estime qu'on aurait pu garder le FCC au lieu de faire confiance à des gens entre guillemets inexpérimentés politiquement parlant. Je pense que la performance d'un gouvernement se mesure par rapport à la qualité de vie de sa population. On ne va pas dire ici que l'Union sacrée est moins performant que les FCC. Mais il faut voir ce que le FCC a produit dans ce pays en termes sociaux, en termes de vie économique, en termes de détournement des antivaleurs. Je crois que, comme je le disais, la meilleure performance devra se mesurer par ce que nous devons percevoir dans la vie de notre population. Aujourd'hui, même si l'Union sacrée, le gouvernement de l'Union sacrée n'est pas encore mis en place, mais nous avons vu que l'actuel régime a fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir améliorer les conditions de vie de la population, notamment en ce qui concerne, par exemple, la gratuité de l'enseignement. Donc aujourd'hui, comme l'a dit le Premier ministre, il faudra que nous puissions avoir un peu de patience, mais je suis convaincu que le gouvernement Sama ne prendrait plus une semaine à arriver. Je pense qu'incessamment, nous saurons quelles sont les personnes qui ont été sélectionnées à notre équipe nationale, qui est le gouvernement. Nous vous le concédons, équipe nationale. Mais parmi les effets des blocages, on cite également votre parti, l'FDCA, qui ressemble à un petit fourre-tout, un goulot d'étranglement pour Sama Lukonde. Et la question Steve Mikai semble ne pas être résolue parce que le parti travailliste revendique 2 postes, un ministre et un vice-ministre, et le Bahati est supposé être gourmand. Il ne partage pas à celui qui l'aurait aidé à rencontrer le chef de l'État et Sama Lukonde. Pourquoi cette ingratitude de la part de Bahati qui ne veut pas donner à Steve Mikai ce qui lui reviendrait, j'ai dit conditionnel des droits? Voilà, vous me donnez une occasion ici de parler de M. Steve Mikai. Vous savez, la numérique politique... Qui est de votre regroupement politique, bien évidemment. Il n'a pas quitté, officiellement, il n'a pas quitté. Jusque-là. Il est encore. Jusque-là. Vous savez, la numérique politique qui prévaut à la mise en place du gouvernement veut que chaque groupe politique, regroupement politique, parti politique qui veut faire partie du gouvernement puisse disposer au niveau de l'Assemblée nationale 8 députés nationaux. Mais je rappelle ici à l'opinion qui nous suit que M. Steve Mikai n'a pas aligné des députés sur une liste de partis qui s'appelle Parti travailliste. Ça n'existe pas. Donc, M. Steve Mikai a aligné ses candidats sur la liste de l'AFDCA comme regroupement politique. Donc, il ne peut pas se prévaloir aujourd'hui d'avoir
5 députés, parce qu'aucun député ne porte l'étiquette de son parti politique. Ça, c'est un détail important que l'opinion doit retenir. Des deux, si on doit aller dans cette numérique que j'ai tantôt exposée ici, de 8 égale un ministère. Steve Mikai, prenons l'hypothèse selon laquelle il dispose des députés au sein de l'FDCA qui sont de son parti politique. Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 5. Donc ça veut dire que si on doit tenir compte de cette approche-là, Steve Mikai ne peut pas se retrouver dans le gouvernement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que M. Steve Mikai pense qu'il est de son droit d'appartenir à un gouvernement. Ce qui n'est pas vrai. Nous rappelons ici que M. Steve Mikai, en tant que démissionnaire, justement, démissionnaire. L'FDCA a organisé une rencontre il y a 2 mois passés au niveau de l'hôtel Vénus pour dégager les lignes directrices qui devront nous amener à participer au gouvernement. Et selon un des critères qui a été arrêté pour pouvoir faire partie de ce gouvernement, nous avons dit que tous ceux qui sortent du gouvernement Ilunga Kamba n'appartiendront plus au gouvernement au nom de la solidarité au sein de la FDCA. Je rappelle ici à l'opinion, ou j'informe l'opinion, que la FDCA, comme regroupement politique, dispose en son sein plus de 35 partis politiques, dont le parti de Steve Mikai. Et nous avons considéré au cours de cette réunion-là que M. Steve Mikai a eu le privilège de siéger au gouvernement pendant au moins 2 ans et qu'il était temps qu'il puisse laisser la place à d'autres partenaires du regroupement politique. Et cette réunion à laquelle M. Steve Mikai a participé a arrêté cette décision-là. Mais nous avons été étonnés de voir à travers les médias cette gesticulation de M. Mikai qui qui fait des correspondances au Premier ministre, qui fait des correspondances au président de la République et qui se permet même de faire des SMS en Chiluba au président de la République. Et nous considérons que c'est une dérive que nous ne pouvons pas tolérer parce que chaque regroupement politique a un leader qui le représente vis-à-vis du Premier ministre. Mais faire un SMS en Chiluba, c'est pas un crime de lèse-majesté. Le Chiluba, c'est une des langues nationales. Vous comprenez l'intention. Ça n'engage que la personne qui est opérée. Mais seulement, il n'y aurait pas une forme de promesse faite à Mikai par M. Barati, parce qu'il sort tout fraîchement du FCC, Mukendi. On l'aurait débauché de là, on l'aurait extrait du FCC pour gonfler l'FDC. Il serait venu sous le coup des promesses, et il arrive, il apporte son poids, et puis on le jette comme un mouchon déjà utilisé. C'est pas très... Je ne pense pas que l'initiative d'intégrer l'Union sacrée pour M. Mikai viendrait du sénateur Modeste Bahati. Dans ces différentes autres, il aurait dit qu'il a été séduit, il a été approché par Bahati. La vérité c'est quoi? C'est que lorsque le président de la République nomme le sénateur Modeste Bahati comme informateur, Steve Mikai se voit dans une position de faiblesse. Il s'est dit, pour pouvoir compter demain, pour pouvoir participer à l'Union sacrée, Modeste Bahati demeure la voie obligée. Ce qui l'a conduit à faire une fausse repentance, parce qu'aujourd'hui, nous constatons par son comportement que sa repentance n'était pas une repentance sincère. Il est revenu au sein du regroupement. Nous rappelons ici que M. Steve Mikai était un des acteurs majeurs de la dissidence de la FDCA, qui ont cherché à faire mourir politiquement Modeste Bahati et à faire mourir politiquement la FDCA en cherchant à les dédoubler. N'eût été la vigilance du président de la République qui prône un état de droit aujourd'hui, n'eût été la vigilance du ministère de l'Intérieur, aujourd'hui la FDCA serait parmi les partis qui sont dédoublés dans ces pays. Donc, aujourd'hui que M. Steve Mikai, dans sa malice, dans son approche d'assoiffer des pouvoirs, se voyant écarté s'il ne rejoint pas l'Union sacrée, mais il va rejoindre l'Union sacrée par quel mécanisme? Il appartient à un regroupement politique ou à un regroupement politique qui s'appelle AFDCA. Il a fait
il a fait un recul. Il est allé voir Modeste Bahati pour faire son mea culpa. Mais malheureusement, nous constatons que monsieur Mbika n'a pas du tout changé et qu'il tient mordicus à faire partie du gouvernement Sama. En se passant de tous les critères, en se passant de toutes les décisions issues de la conférence des présidents du règlement politique AFDCA, c'est que nous ne tolérons pas du tout. Et je pense qu'au moment opportun, la conférence des présidents tirera toutes les conséquences des actions menées à gauche à droite par M. Steve Mikaï. Mais il reprocherait au sénateur Bahati également l'usurpation des pouvoirs de décision au sein du PT. Et dans sa correspondance adressée au Premier ministre, il a insinué que Bahati lui arracherait les pouvoirs de désigner les membres si jamais on accordait au PT un poste. C'est lui, Bahati, qui désignerait, n'est-ce pas, un abus de pouvoir. On le serait au patron du parti, vous commettre quelqu'un. Mais pourquoi Bahati lui arrache un tel pouvoir? N'est-ce pas là un pouvoir de trop, un abus de pouvoir de Bahati? Et là aussi, il récuse. C'est à raison. Merci pour la question, parce que là encore, vous me donnez l'occasion de révéler à la population et à l'opinion nationale les intentions de M. Mikaï. Lorsqu'il a s'agi de pouvoir donner la liste, vous savez les noms que M. Mikaï a envoyés au niveau du regroupement? Il a envoyé 2 noms. Il a envoyé son nom, Steve Mikaï Mabuluki, et le nom de sa femme. Et dans sa correspondance... Qui est membre du parti quand même, M. Mikaï. Je n'en disconfie pas. C'est pour que sa femme occupe une fonction importante au sein du parti. Elle peut être choisie. À ceux qui nous suivent, d'en mesurer l'intention. L'éthique, nous sommes dans une éthique politique aussi. Donc, M. Mikaï a envoyé 2 noms. Les députés qui parlent à gauche, à droite, les cadres du PT qui viennent se plaindre sur les plateaux, est-ce qu'ils ont posé la question à M. Mikaï, quels sont les noms que M. Mikaï avait envoyés au regroupement? Il envoie des noms qui ont été déjà disqualifiés par la conférence des présidents. Sa femme siège au Parlement, elle est à l'Assemblée nationale. Elle a été sa première suppléante, elle est à l'Assemblée nationale. Donc, ça c'est une excuse, c'est juste un prétexte pour pouvoir salir l'image du président du Sénat qui est Modeste Bahati. Et aujourd'hui encore, parlant du Sénat, qui est la chambre dirigée par votre président du parti, et là aussi à boire et à manger, on est en train de le présenter comme un monsieur mou depuis l'élection Berchois, aucune séance plénière, et on se demande, fallait-il vraiment évincer Tambo Mwamba, qui en avait à profusion les séances plénières, Bahati, autant qu'il y a un bosso, c'est une léthargie qui dérange le pays, et pourtant il y a des lois importantes que les députés pondent chaque jour, mais qui n'ont pas le droit à une plénière pour être débattues. Ça pose problème, et il est professeur d'université, il est habitué d'auditoire, il est habitué des débats, mais qu'est-ce qui bloque pour qu'il n'y ait pas séance plénière au Sénat, parce que Bahati a quand même évincé Tambo de façon que tout le monde avait constaté de manière assez efficace? Non, mais je crois que les personnes qui abordent cette question de cette manière-là méconnaissent simplement les procédures parlementaires. Parce que je voudrais vous rappeler ici que même à l'Assemblée nationale, depuis la séance d'ouverture, le 15 mars, il n'y a aucune plénière qui s'est tenue. La procédure à l'Assemblée nationale comme au Sénat, parce que c'est la même procédure, veut que après l'ouverture de la session, que le président du Sénat, comme le président de l'Assemblée nationale, convoque la conférence des présidents, mais avant d'y arriver, parce que vous savez que Modeste Bahati et son bureau venaient d'être installés récemment. Avant de pouvoir convoquer la conférence des présidents, il faut d'abord que des séances entre les membres du bureau se tiennent. Modeste Bahati devrait d'abord faire l'état des lieux du Sénat qu'il a trouvé. Et vous avez suivi l'état des lieux qui a révélé à l'opinion que Tambo Mwamba laissait des dettes de près de 14 millions de dollars. Et il faut que les membres du bureau entrant puissent tenir des réunions pour savoir comment éponger cette dette-là. Mais après, comme je le disais, la procédure veut qu'il y ait des conférences de présidents qui déterminent des matières qui devront figurer à l'ordre du jour de la session actuelle. Donc,
il y a 3-4 jours où la séance, cette réunion de la conférence des présidents s'est tenue, et je pense qu'ils ont eu à discuter des matières qui devront faire l'objet des discussions au niveau du Sénat. Mais aussi les deux chambres, l'Assemblée nationale, parce que cette session sera une session essentiellement basée sur des réformes électorales. Donc ça veut dire que les deux bureaux, Assemblée nationale et Sénat, devront aussi se concerter pour savoir quelles sont les matières qui devront figurer à la session de mars. Mais je rappelle ici à l'opinion aussi qu'il y a eu un cas de démission d'un membre du bureau du Sénat, en la personne de M. Sami Badibanga. Ouais. Donc il faut aussi des tractations politiques qui permettent à ce que une élection soit organisée pour que les bureaux du Sénat puissent afficher complet. Alors, revenons un peu à l'affaire du gouvernement, M. Christophe Kendi, et quand nous parlions tantôt d'ambition, votre parti est cité parmi les partis aux appétits gloutons. Il y a vous, il y a l'ensemble des Mouskatombi, vous réclamez trop à Samuel Condé, vous êtes en train un peu de l'embrigader, vous estimez que c'est vous les partis phares. N'est-ce pas là aussi des ambitions démesurées? Parce que tout le monde a crié au fort, on vient servir la République, mais on se rend compte que c'est plus les intérêts du parti, du regroupement, de la famille qu'on veut défendre. Si tel est le cas, pourquoi ne pas laisser certaines choses, faire la cession de certaines choses pour que les choses marchent? Le Condé est bloqué, il s'en plaint même, sauf qu'il ne le dit pas haut et fort. Si le Premier ministre est bloqué, ça ne vient pas de l'FDCA. Je voudrais informer à l'opinion que depuis avant les 15 mars, la FDCA du sénateur Modeste Bahati avait envoyé la liste de ses candidats ministres. Donc ça veut dire que le blocage... C'est cette liste qui prête à conflit, d'autant plus que le dossier Mbikaï, pour lequel Samuel Condé a été saisi, les dossiers n'est pas encore clos. Mais quelle est la réponse que le Premier ministre a réservée à M. Mbikaï? Il a classé son dossier sans suite, simplement parce qu'il considère que c'est une affaire interne pour laquelle le Premier ministre ne peut pas s'ingérer. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de l'ensemble ou parler des autres partenaires de l'Union sacrée. Je parle de l'FDCA. L'FDCA avait déjà déposé ses listes avant le 15 mars, et lors de la plénière du 15 mars, le président du Sénat a rappelé qu'il y avait urgence à mettre en place les gouvernements. Donc, ça veut dire que les blocages ne viennent pas de nous, et ça peut venir d'autres partenaires dont je ne suis pas les porte-parole. Mais Mbikaï, dans la foulée, aurait donné raison à Nenenkulu. Un conflit de plus, Medine Bahati Lukwebo, il a eu des démêlés avec Nenenkulu, qui a pris part au gouvernement Ilunkamba. Il en a aussi avec Steve Mbikaï, et qui sera le prochain. Mbikaï l'a évoqué ainsi, c'est-à-dire qu'il y a un problème aussi des promesses données et qui ne sont pas réalisées. Il a dit, je ne revenais pas à la FDC pour faire les yeux doux à battre. Il y a eu un deal, mais le deal a été étouffé. Qui l'aurait étouffé? Je pense que M. Mbikaï n'est pas une référence de crédibilité dans ce pays. Excusez-moi l'expression. M. Mbikaï n'est pas une référence. Vous ne craignez pas qu'il claque la porte de l'FDC? Mais nous ne souhaitons que cela. M. Mbikaï n'est pas une référence d'éthique politique dans ce pays. Vous savez qu'il a été le premier à alimenter la dissidence qui a été orchestrée par les FCC. Il a été le premier. Je rappelle ici, sur ce plateau, peut-être que les gens ne le savent pas, lorsque la loi électorale a été révisée et que le seuil a été instauré, le seuil de 1% comme condition pour faire partie de l'Assemblée nationale, M. Mbikaï ne savait pas à quel sens se vouer avec son parti politique. M. Mbikaï est allé frapper à la porte de la côte de Jean-Lucien Boussa, qui lui a réservé une fin de non-recevoir. M. Mbikaï est allé ensuite frapper à la porte du G26 de Makila, Kangoudia et consorts. On lui a réservé la même suite. Il n'y a que Modeste Bahati qui a accepté de recevoir Mbikaï et son parti politique, parce que le monsieur savait que c'est pas son parti politique ne pouvait
à lui seul aller aux élections et ramener un seul député. Mbikaï a profité du seuil de l'FDC. Mbikaï a profité de l'aura de l'FDC. Donc aujourd'hui, je ne vois pas un certain Mbikaï être un homme pour lequel on doit passer des temps dans des plateaux de télévision à parler de lui. Non, mais il n'est pas une référence en termes de crédibilité mais c'est moi qui ai dit. et en termes d'éthique politique. En tant que membre faisant partie intégrale de l'AFDC, il revendique ce qu'il suppose être Mais un je vous ai ramené ici. par Barati. Je vous en prie, mais c'est moi qui ai dit. Et c'est pourquoi Barati ne ferait pas profil bas voilà, Au nom de la solidarité de tous les partis politiques membres de la FDCA, la conférence des présidents a pris la décision. Cette conférence des présidents est souveraine. Ce n'est pas Bahati qui a décidé. C'est la conférence des présidents qui a décidé qu'il en soit ainsi. Et Mbikaï a consenti? Mais il était à cette réunion. M. Mbikaï a pris part à cette réunion. C'est pas qu'il était contre et il pensait que c'était arbitraire. Justement, c'est ça, cette culture antidémocratique que nous dénonçons. Parce que la démocratie, c'est aussi la voix de la majorité. C'est ça aussi la démocratie. On s'incline devant cette décision. Parce que quand vous considérez à travers votre charte que la conférence des présidents est l'organe suprême de votre regroupement politique, toutes les décisions qui en sortent devraient être respectées par tout le monde. Donc, il est aujourd'hui évident que M. Mbikaï, qui ne veut pas respecter le président ou le président de son regroupement politique, ne peut pas respecter non plus le Premier ministre si jamais il est membre du gouvernement. Voilà, c'est clair. Donc aujourd'hui, pour vous estimer que disons-le comme ça, ces pseudo-conflits entre Bahati et il n'y a pas de conflit. Donc c'est Mbikaï qui botte en touche. C'est M. Mbikaï qui s'agite. Je ne sais pas quelle est la promesse qu'il a eu à faire à ses collaborateurs. Hein? Peut-être qu'il va, quand il va revenir au gouvernement, il va leur donner, je ne sais pas quelle promesse il aura faite. Mais seulement, monsieur se rend compte que il lui est difficile de faire partie de ce gouvernement parce que disqualifié par des conditions en interne, des critères en interne. Toute cette gesticulation, c'est parce que M. Mbikaï, il pense que le gouvernement, c'est une affaire familiale. Le gouvernement, je ne sais pas, c'est le gouvernement de sa famille. Hein? C'est le gouvernement de la République. À chaque fois qu'il y a remaniement, il y a des nouvelles figures qui entrent et des anciens qui y sortent. On ne fait pas carrière au sein du gouvernement, on fait carrière au sein de l'administration publique. Là, on peut trouver des gens qui ont 35 ans de carrière, 40 ans de carrière, mais au gouvernement, on y entre pour 2 ans, 3 ans. Ceux qui ont la chance, ceux qui ont eu à travailler avec Kabila, ils ont peut-être travaillé pendant 15 ans, 17 ans. C'était le même régime, Kabila a fait 2 mandats. Donc, qu'ils comprennent qu'il aille à faire son temps au sein du gouvernement. Et aujourd'hui, il peut laisser la place aux autres. Il n'est pas le seul Congolais compétent. S'il faut même parler en termes de compétence, je ne sais même pas s'il est compétent. Alors non, au-delà de tout ce qui s'est passé entre Bahati et Mbikaï, est-ce que vous lui pardonnez sa faute? Pour vous, c'est une faute? Il a fauté? Est-ce que l'autorité du parti Bahati, président du Sénat, le pardonnerait? J'estime, si le gouvernement sort demain et d'aventure, il est repris par Samuel Condé. Que dirait vos premiers ministres? Que c'est une entorse? Non, je crois que le Premier ministre ne va pas à l'encontre des listes qui lui sont envoyées par les responsables de ces regroupements politiques. Hein. Il en va de son intérêt et de l'intérêt de la cohésion au sein de l'Union sacrée. Donc je pense que par respect aux partenaires, le Premier ministre ou le Président de la République tient compte de listes qui lui sont envoyées, qui leur sont envoyées par les partenaires de l'Union sacrée. Okay, vous parlez tantôt ici que cette session parlementaire elle sera consacrée essentiellement aux réformes, notamment électorales, mais là encore, le bas blesse, mais c'est moi qui dis. Vous êtes de la nouvelle majorité au niveau du Parlement et au gouvernement bientôt, et les prélats catholiques ont initié quelque chose qui dérangerait certaines sensibilités. Pourquoi doit-on désigner les membres de la CENI avant le réforme proprement dite? N'est-ce pas là mettre la charrue devant le bœuf? Pourquoi ne pas attendre? Parce que on a suivi les gars du PPRD, Ferdinand Kambere, Ben Karoubi, qui estime que le cas Malonda
est à jamais une jurisprudence. Pourquoi ne pas attendre les réformes pour désigner après les membres? Et là, vous, l'Union Sacrée, vous accompagnez cette injustice ou cette irrégularité? Non, j'ai suivi la déclaration des confessions religieuses. Et je pense qu'ils veulent simplement aider la République à aller plus vite. Dans leur communication, au pied les dans leur communication, qui accompagnent la démocratie. Non. Dans leur communication, ils ont demandé à chaque confession religieuse de pouvoir déjà commencer à réceptionner les candidatures. Je pense que ça se passe en interne. Et ça ne vient pas du tout déranger la démarche que veut tous les Congolais, celle qui consiste à mettre en place une loi, la réforme de la loi, avant de pouvoir désigner les animateurs. Parce que l'animateur qui devra venir des confessions religieuses, c'est le président simplement. Mais pour gagner du temps, ils ont demandé à ce qu'ils puissent déjà commencer à prendre les candidatures qui viennent de toutes parts. Mais le président n'est pas encore désigné. Donc ça laisse maintenant le temps aux députés et sénateurs de pouvoir faire des réformes au sein du Parlement. Quand viendra les moments, je pense que les confessions religieuses pourront maintenant, en ce moment-là, en rapport avec toutes les candidatures qui ont été sélectionnées au niveau des confessions religieuses, pouvoir présenter à l'Assemblée nationale les candidats des confessions religieuses. Et aujourd'hui, pensez-vous cette procédure-là, Adolphe Muzito et Martin Fayulu l'ont totalement récusé pour estimer que c'était une entorse aux dispositions réglementaires pour réformer la CENI. On ne peut pas demander aux confessions, aux regroupements politiques ou aux autres institutions de chercher déjà les membres, d'autant plus que le soubassement est encore discutable. C'est là la grande question. Pourquoi ne pas demander au Sénat, dirigé par votre président Bahati, et à l'Assemblée, dirigé par Mbosso, d'amorcer, d'initier d'abord les débats sur les réformes avant de penser désignation de membres du bureau? Non, mais je crois que lorsque la loi sera révisée, les confessions religieuses, en lisant la loi, pourront se dire, voilà, nous pensons que tel monsieur remplit les conditions de la loi pour pouvoir nous représenter au niveau de la CENI. Je crois que le travail qui est fait là-bas, c'est un travail qui est fait en interne. Mais les résultats de ce travail-là n'est pas rendu public. Hein? Chaque confession religieuse travaille à son niveau. C'est juste pour essayer un peu d'activer la machine pour que lorsque la loi sera votée, que nous ne puissions pas prendre du retard. Simplement. Mais tout au début, vous disiez que Modeste Bahati, président du Sénat, a déploré un gap de 14 millions de dollars américains au niveau du Sénat en termes de dettes. N'est-ce pas là encore une excuse pour se dédonner un peu si jamais il ne fait pas des résultats qu'il a promis aux sénateurs et à la République? Non, mais je crois que le devoir de redevabilité voudrait que la plénière du Sénat puisse être informée de la situation financière du Sénat. Vous savez que le règlement intérieur du Sénat a prévu que le bureau puisse rendre compte de sa gestion dans une période qui est déterminée au niveau de la loi. Mais ce qui n'a jamais été fait avec les bureaux de Tambwe Mwamba. Et Bahati Lukwebo a promis que sa gestion sera basée sur la transparence. Donc, au nom de la transparence, il était important pour lui de révéler aux sénateurs que si demain, ils récusent peut-être des retards, si demain, ils ont des problèmes dans les cadres de leur prise en charge, il faudrait qu'ils comprennent qu'ils ont trouvé une dette de 14 millions de dollars qui doit impérativement être épongée. Par qui? Mais par les bureaux du Sénat. C'est le bureau qui doit payer. Lorsque les frais de fonctionnement entrent, je crois qu'une partie devra converger vers les dettes que M. Tambwe Mwamba a laissées au Sénat. Mais ici, il faut que l'opinion retienne aussi que le gouvernement de la République n'était pas en retard avec la libération des frais de fonctionnement pour l'institution Sénat, ni avec la dotation. Donc ça veut simplement dire que il faut que, au-delà
de cette dénonciation qui a été faite par le président du Sénat, cette question devra être suivie de près par l'IGF. Dénonciation qui, justement, qu'il a récusé le jour même de l'ouverture de la session. Il a estimé que Bahati n'était pas républicain et que ces discours-là ne valaient pas la peine de l'évoquer. Il fallait qu'il parle des choses qui construisent le pays. Au lieu de parler des dettes, des reliquats du bureau Mwamba. Justement, qu'il a estimé que Bahati n'était pas assez conciliant. José Makila fait partie du système Kabila. Ce système qui couvrait les détournements. Le système qui protégeait les copains. Le système qui est spécialisé dans les détournements. Il est tout à fait normal qu'une telle déclaration ne vienne que de ces camps-là. Donc, c'est son point de vue. C'est son point de vue. Et je pense qu'il a cherché à protéger un de ses copains. Tambwe Mamba, c'est un de leurs camps politiques. Mais ici, il s'agit de la gestion de la République. L'argent de la République, c'est l'argent de la population. C'est l'argent du contribuable congolais. Ce n'est pas l'argent des politiciens. Ça, il faut qu'on le retienne. Les politiciens pensent que l'argent du trésor public, c'est leur argent. Non, ce n'est pas leur argent. C'est l'argent du peuple. Donc, à un moment donné, il faut que la culture de la redevabilité habite chacun des Congolais et chacun des dirigeants de notre pays. Au-delà du camp Bikaï, pensez-vous qu'au sein de l'AFDCA, les ambitions ont été assez bien gérées, tout celui qui sera au gouvernement a été valablement désigné et l'ensemble des groupes a consenti à la démarche, il n'y aura pas de frustration, il n'y aura pas de mécontentement? Non, dire qu'il n'y aura pas de mécontentement, il n'y aura pas de frustration, c'est leurrer. Et il y a toujours des mécontentements. Il y a toujours des frustrations lorsqu'il s'agit de la gestion des ambitions des uns des autres. Donc, il faut seulement que les uns les autres comprennent que tout le monde ne peut pas faire partie du gouvernement. Moi, j'ai déposé ma candidature comme ministre, j'ai déposé ma candidature comme vice-ministre au sein de mon parti politique. Mais à travers la sélection, peut-être que, je ne sais pas, les 5 ou les 15 noms qui ont été envoyés, je ne sais pas si je figure. Mais je dois gérer tout cela. C'est pas pour autant que tu te retrouves pas et puis tu commences à passer dans les médias pour raconter n'importe quoi. Donc c'est cela aussi être républicain. Hein? Le jeu a été démocratique, mais même si aujourd'hui nous avons un gouvernement de 500 ministres, il y aura toujours des mécontents. Il y en aura toujours. Ok, mais c'est vous qui nous approche vers la fin de nos entretiens. Et quel regard portez-vous sur ceux qui disent que après le gouvernement Sama Lukonde, l'Union sacrée pourra voler un éclat parce que là encore, il y a des choses qu'on ne saura pas gérer parce que l'Union sacrée n'était là que pour des petits intérêts entre amis, entre copains, entre forces qui ont tenté de mettre en mal la gestion du FCC. Est-ce, pensez-vous qu'après la sortie du gouvernement Sama Lukonde, l'Union sacrée va résister à ces vents? Je crois que la politique est dynamique. L'Union sacrée a été mise en place pour accompagner les chefs de l'État au cours de son premier mandat. Donc je crois que s'il faut donner un délai de vie en ce qui concerne l'Union sacrée circonstanciellement, je considère que l'Union sacrée devra s'arrêter en 2023. Mais si jamais les partenaires de l'Union sacrée se décident d'émuer ou de transformer l'Union sacrée en une plateforme politique qui désigne l'actuel chef de l'État pour un second mandat, je crois que ça prendra une autre configuration pour accompagner les chefs de l'État. Mais pour le cas d'espèce, je crois que les uns et les autres y adhèrent pour accompagner les chefs de l'État à finir son premier mandat. Quand viendra le second mandat, ils sont politiques, ils sont habitués à échanger, à voir l'avenir ensemble. Au moment opportun, ils discuteront de l'avenir de l'Union sacrée. Alors, c'est prématuré, c'est assez risqué de vous poser cette question. Les ambitions de Bahati pour 2023, lui aussi, dans un coin de sa tête, il pense briguer le mandat présidentiel? Quoique c'est légitime d'avoir des ambitions, le sénateur Modeste Bahati a eu à faire une sortie médiatique à travers le journal Jeune Afrique. Il a dit que cette ambition ne l'habitait pas. En 2023,
l'ambition d'être candidat président de la République. Donc, on dit c'est ne l'habite pas. Pour caresser dans le sens du poil. C'est une ambition politique actuelle. C'est une ambition que lui prêtent ses détracteurs pour pouvoir le mettre en conflit avec le chef de l'État. Bati Lukwebo n'a pas l'ambition d'être candidat président de la République en 2023, et même si cette ambition est légitime. Donc, que cela soit bien compris par ceux qui nous suivent, que Bati accompagne le chef de l'État et il pourra aussi l'accompagner lors de son second mandat. Et il y a une autre opinion qui a creusé vos ambitions en disant qu'il a promis qu'en 2023, il pourrait être la première force politique du Parlement avec au moins 300 députés. Avec quels moyens comptez-vous arriver à un tel score? Mais est-ce que vous ne savez pas que tous les partis politiques ont des ambitions? Le parti politique, elle est très démesurée, mais c'est une ambition. 300 députés. C'est une ambition. C'est bouffer la République quand même. C'est une ambition et c'est la confiance que pourra lui donner la population. Hein? Ça veut dire qu'il sera à lui-même comme parti politique de sortir un premier ministre. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'à lui-même déjà doit constituer une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Mais ça veut simplement dire que c'est un parti politique dont l'ancrage au niveau national n'est pas à contester. L'ancrage de l'FDCA aujourd'hui lui permet à lui seul, j'imagine même que l'actuelle Assemblée nationale devrait en principe avoir 10% des députés FDCA. N'ait été les injustices que l'FDCA a subi au niveau du FCC. Mais c'est une ambition à laquelle on ne peut pas interdire un parti politique de s'imaginer. Puisque l'FDCA c'est un grand parti, on dit c'est un fédérateur, c'est un conciliateur, pourquoi ne ferait pas œuvre utile de rappeler, entre guillemets, tout ce qu'on peut qualifier des brebis galeuses, des enfants perdus, des égarés, le remettre à la maison, leur faire comprendre les fautes commises et les pardonner et recheminer avec eux. Je prends l'exemple de Nenkolo Mikaï. Ce sont des erreurs de parcours, des fautes commises pendant le parcours politique, mais lui en tant que père, lui en tant que fédérateur, en tant que patriarche, en tant qu'autorité morale, il peut pardonner et faire tabula rasa pour redémarrer autrement. Mais ça a été fait à plus d'une fois. Ça a été fait. Vous savez, Dieu, quand il vous accorde son pardon, c'est à vous maintenant de décider de prendre le pardon que Dieu vous accorde ou de ne pas le prendre. Il a lancé l'appel à ceux à tous les dissidents qui étaient partis. Certains sont revenus. Nenenkolo jusque-là n'est pas revenu. On ne va pas donner cette responsabilité-là à Bati de ne pas être conciliateur. Voilà, c'est son choix politique. Elle a décidé de rester égarée politiquement. Mais bon, c'est son choix politique. Et en tant que républicain et démocrate, nous respectons son choix. Vous êtes membre de l'FDCA, vous êtes membre de la nouvelle majorité qui dirige le pays. Pensez-vous que nous sommes le 26 mars aujourd'hui? Le gouvernement peut prendre encore un mois, c'est le peuple est fatigué d'attendre. Il y a des dossiers importants à traiter et devant lesquels il faut qu'il y ait des réponses. Pensez-vous que la patience sera encore très longue? Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de ce que moi je veux, mais je considère, au vu des tractations ou de l'évolution des tractations politiques, il est fort probable que nous puissions avoir le gouvernement, si pas ce week-end, en tout cas la semaine prochaine. Monsieur Moukel, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. De votre disponibilité, de vos réponses, de votre clairvoyance et d'avoir été de nôtres pendant 60 minutes pour que l'opinion soit éclairée, une fois de plus, du fait que l'AFDC est aujourd'hui à l'avant-garde des échelles politiques. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous d'avoir été durant ces minutes de notre magazine, 60 minutes, avec les concours techniques de Serge Makosso, Kouparbola, Freddy Takidi et Rodi Louadio. Nous vous disons merci et le rendez-vous est pris le vendredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, fidèle à nos programmes, bonne soirée chez vous et bye bye.